Bonjour à tous, chers motonautes, bienvenue pour un nouvel essai de motonet.com. On se trouve ici à Montpellier et on a fait une belle journée de roulage dans l'arrière-pays avec beaucoup de routes. Alors pourquoi? En 2023, ça a été un millésime vraiment très important pour Suzuki puisqu'il sortait simultanément un GSX 8S et un V-Strom 800 DE, le Roadster et le Trail qui partageaient le même bicylindre, un bicylindre parallèle exceptionnellement. Cette année 2024 commence très fort aussi puisqu'il nous dévoile un V-Strom 800. Les Japonais l'ont appelé V-Strom 800 tout court, mais justement cette notion de standard de base ne plaisait pas trop aux Européens, aux responsables de la marque en France notamment. Donc ils ont décidé d'ajouter un SE à la fin pour Sport Explorer, histoire de bien différencier ce modèle-ci du modèle Dual Explorer qui est plus haut sur patte avec une roue de 21 pouces, on va y revenir, mais qui se veut plus tout-terrain. Et donc, ne cherchez pas le suffixe SE, il n'apparaît pas, il n'a pas été véritablement prévu à l'origine, mais c'est comme ça qu'elle se dénomme chez nous. En Angleterre, c'est RE, Road Explorer. En Espagne, c'est Tech. Donc, vous voyez, il y a un peu de tout. En France, c'est la V-Strom 800 SE. Quel est le concept? Il est très clair. En fait, d'après les Japonais, toutes les routes se rejoignent. Donc, finalement, on oublie les passages dans les champs, à travers champs, sur les sentiers. Puisque toutes les routes se rejoignent, ils ont fait une moto vraiment typée route bitume. On ne va pas quitter le bitume avec cette moto-là, même si elle a des airs toujours de trail. La base, c'est la V-Strom 800 DE. On le voit, même châssis, même moteur, même allure. On parlait du moteur. C'est donc un twin de 776 cm3. Il est calé à 270 degrés. Alors ça, c'est un peu technique, mais pourquoi? C'est pour ressembler, rappeler la sonorité, le caractère du V-Twin qui d'habitude motorise les V-Strom. C'est le cas pour la 650 qui reste au catalogue. C'est le cas également pour la 1050 qui est désormais elle aussi déclinée en SE et en DE. Ce moteur, il développe 84 chevaux à 8500 tours minute, 78 Nm à 6800 tours. Alors, pour tout dire, avec mon collègue Alex, on a testé la V-Strom 800 DE face à la Ténéré 700 tout récemment. Et on s'est aperçu, alors que ce moteur-là est très bon, finalement qu'il était un tout petit peu paresseux sur la première partie du contour. Vraiment le tout début, entre 2000 et 4000 tours, il arrivait à se faire surprendre par le CP2 de Yamaha, qui lui aussi est calé à 270. Donc, on était un petit peu surpris. Mais dans l'absolu, quand on monte sur la moto, il n'y a pas vraiment de notion de creux à l'ouverture des gaz. Le moteur est très souple, il repart sans cahoter, il repart avec une certaine conviction, un peu moins que le concurrent, on l'a noté, mais il repart quand même. Et puis à partir de 4000 tours, là, il prend ses aises, il commence à vraiment catapulter la moto qui n'est pas la plus légère de la catégorie, 223 kg sur ce modèle-ci, mais il dispose quand même d'un bon allant, d'une bonne allonge, jusqu'à à peu près 9000 tours minute. Après, ça ne sert à rien d'aller plus haut, mais on dispose déjà d'une plage d'utilisation assez raisonnable et assez sympa, entre 4000 et 8000 tours minute. Ce qu'on note aussi, c'est la présence, c'est une première sur un moteur Suzuki, c'est le double balancier. D'habitude, il n'y en a qu'un seul. Là, pour limiter au maximum les vibrations et pour rendre le moteur plus compact, plus léger, ils ont mis deux contrebalanciers. On avoue qu'ils sont efficaces. Ici, sur le guidon, on note qu'il y a des petites molettes également qui sont bien placées et qui servent à annihiler tout le grésillement. Il n'y a guère que, aux alentours de 6000, 7000 tours minute, que les repose-pieds, malgré leur petite gomme, commencent à vibrer un peu. Mais à vrai dire, à ces régimes-là, quand on est sur les premiers rapports 2, 3, 4, on se concentre plus sur ce qu'il y a devant, sur la route, plutôt que sur ces petits petons. Et puis, sur autoroute, logiquement, on n'est pas censé aller au-delà parce que on dépasse les 130 km/h réglementaires. Autre élément commun à la DE et à la SE, c'est le quick shifter bidirectionnel up and down qui permet, donc, comme son nom l'indique, de monter et descendre les rapports sans toucher au levier gauche qui d'ailleurs, notez-le, n'est pas réglable contrairement au levier de frein qui se trouve à droite. Le quick shifter, l'essayer, c'est quasiment l'adopter. Il y a à la rigueur entre le premier et le deuxième rapport, si on veut vraiment adoucir un maximum les passages de vitesse, on va relécher l'embrayage. Mais autrement, même en utilisation quotidienne, cool, tranquille, sur les petites routes où on veut se promener, profiter du paysage,
les passages se font de manière très agréable. Le sélecteur n'est pas trop dur. Donc de ce point de vue-là, le moteur il répond vraiment bien aux attentes d'une moto routière. L'électronique, il a été légèrement allégé, dans le sens où le programme est un peu moins complet que sur la DE. On a retiré le mode gravel, par exemple, pour le traction control. On trouve toujours tout de même 3 niveaux, 1, 2, 3, du plus permissif au plus restrictif. Le 3, on l'a testé ce matin sur route un peu mouillée. C'est vrai qu'il va venir brider efficacement la moto pour éviter qu'elle ne patine à l'accélération. Ensuite, si on se met en mode 1 sur des routes propres, comme c'était le cas cet après-midi, il n'y a vraiment aucun problème. On note aussi au passage le grip des Dunlop qui sont des Dunlop spécifiques. Ne les recherchez pas dans le commerce une fois que vous aurez usé la première monte. La référence 614, 615, vous ne trouverez pas donc de remplacement. En revanche, vous pourrez vous tourner, Suzuki le conseille, sur du Trail Max Mixtour qu'on trouve sur la DE. Et puis après, étant donné les dimensions assez routières de cette moto, vous avez vraiment l'embarras du choix en termes de seconde monte. On a parlé du traction control, on peut parler de l'ABS qui lui aussi bénéficie de plusieurs niveaux, 2 niveaux exactement. Un qui est le plus tranquille, on va dire, 2 qui surveillent de manière plus prudente les agissements de la roue avant et de la roue arrière. À l'utilisation, c'est complètement transparent. Effectivement, quand on roule sur le mouillé, on préférera peut-être enclencher le niveau 2 parce qu'il est plus actif. Après, comme je l'ai dit, le grip est bon. Le grip des routes qu'on a eu était excellent. Et après, sur le sec, il n'y a pas d'interférence. Ce qu'on note aussi, c'est que cette moto étant destinée à une utilisation 100% route, il n'est plus possible de déconnecter l'arrière, donc impossible de faire des dérapages de la roue arrière, messieurs ou mesdames, désolé. En revanche, il est possible de faire des wheelings parce que le traction control, lui, est déconnectable. On passe rapidement sur l'instrumentation, c'est la même que sur la DE, c'est la même que sur la 1050, que la 8S. C'est un écran donc couleur de 5 pouces TFT qui est très bien agencé, très complet, avec lequel on peut interagir au niveau des commodos. Il y a juste 3 touches, c'est vraiment simple et efficace. La petite lacune à la rigueur, on a envie de dire, c'est le fait qu'il ne soit pas connectable. Alors si on pouvait s'en passer sur des modèles tout-terrain où on passe à travers champs et où on n'a pas besoin vraiment d'être guidé, au quotidien, quand on se rend à un rendez-vous qu'on ne connaît pas ou sur route quand on voyage dans des contrées lointaines, on aurait aimé pouvoir être guidé virage par virage via un smartphone appairé. Là, c'est pas possible. Autre petite remarque qu'on peut faire, puisque la DE était bien équipée au niveau électronique, on l'a vu, elle avait des spécificités, la SE aurait peut-être pu bénéficier d'un régulateur de vitesse, d'autant qu'il y a un ride-by-wire, l'accélérateur électronique. Donc c'était juste l'affaire d'un commodo, quelques lignes de code pour pouvoir profiter d'un gadget, mais qui ne l'est pas vraiment avec les routes qui sont de plus en plus radarisées. Quand on roule longtemps, on n'est pas forcément toujours l'œil sur le compteur et se faire tirer 1 ou 2 points tout simplement parce qu'on a dépassé de 5 km/h la vitesse autorisée, c'est quand même dommage. Sur une routière, ça pourrait avoir du sens. Peut-être sur des prochaines mises à jour à venir sur cette SE. En termes de partie cycle, là, il y a beaucoup plus de changements. Bon, le cadre, c'est un cadre en acier. La boucle arrière, on le voit, elle est boulonnée. Ça, c'est un argument qui est surtout orienté tout-terrain, mais sur route, pourquoi pas. Si on arrive à tordre la partie arrière, on pourra la changer plus facilement que sur d'autres modèles qui sont soudés. En termes de bras oscillants, c'est le même que sur la DE, c'est de l'aluminium, c'est plus léger, ça permet d'avoir une suspension qui est plus réactive, et puis ça permet d'avoir une moto un petit peu plus légère aussi. On trouve donc un train avant qui est vraiment reconfiguré avec des jantes, on le voit, à 7 bâtons plutôt que des jantes à rayons, mais surtout un diamètre de 19 pouces au lieu de 21. Là-dessus, on a été pas déçu, mais on a été surpris parce qu'on s'attendait à un peu plus d'agilité de la part de cette moto-là. Finalement, par rapport à la DE qui était très stable et assez agile, la SE est un peu plus agile, mais on pensait que le curseur a été davantage déplacé. Pourtant, il y a un angle de chasse qui est réduit de 2 degrés, de 28 à 26. Il y a une chasse qui est un peu allongée, ce qui explique peut-être cela. Et puis l'empattement, lui, qui est de 1515 mm au lieu de 1570 sur la DE. À l'utilisation, donc,
Écoutez, ça donne une moto qui est très stable comme je le disais, très facile à manier, sous 50 km/h, il n'y a vraiment aucun effort à faire au niveau du guidon. On tourne la moto, elle prend les carrefours, les ronds-points comme qui rigole, il y a juste à l'incliner légèrement et elle y va naturellement. Très neutre, ça c'est un bon point aussi, il n'y a pas d'avant qui engage ou quoi que ce soit. Après, c'est sur les petites routes qu'on a pu parcourir à bon rythme, c'est vrai que c'était peut-être un peu trop vite. Dans les enchaînements dans le sinueux, elle devient un peu plus physique que prévu, mais elle a cet avantage, c'est d'être bien sur sa trajectoire, bien calée, avec une chose de pneu donc, qui est vraiment irréprochable à ce niveau-là. Les suspensions, il y a des débattements qui sont plus courts, 150 mm au lieu de 220 sur la DE. Ça signifie que cette moto a été conçue, on le sait, pour avoir un programme un peu plus sportif. Cela dit, au niveau de l'amorti, c'est vraiment satisfaisant. C'est pas réglable, il y a une précharge qui est réglable à l'avant, mais c'est tout. Et à vrai dire, on n'a pas besoin d'y toucher parce qu'il y a un toucher de route qui est assez onctueux. On avait adoré la DE déjà à l'origine. Là, le fait que la fourche se débatte sur moins de distance, ça ne posera pas de souci parce qu'en sur route, on en a beaucoup moins besoin. Et donc, il y a ce petit confort sur vraiment une succession de petites ridules. On absorbe ça de manière plus agréable que sur un roadster. Et puis, au niveau de la mise sur l'angle, de la prise des freins, du relâché, c'est un comportement qui est vraiment très sage, très prévisible, très intuitif. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de souci, on lui fait grandement confiance. C'est un trait d'ailleurs qui est de famille sur toutes les Vestrom et qu'on retrouve donc sur cette 800 SE. À l'arrière, l'amortisseur est réglable grâce à cette molette, ça c'est bien pratique, surtout quand on voyage à deux, chargé ou pas, on a besoin de recourir à ce type de réglage, c'est juste ici. La détente reste réglable. Nous, avec nos 75 kg tout équipés, on n'a pas eu à se plaindre. En revanche, c'est vrai qu'il y a quelques confrères qui étaient un peu plus ronds que nous, qui n'ont pas hésité à remettre quelques petits clics au niveau de la détente, histoire d'asseoir un peu plus la moto. Le réglage est possible. Le freinage, il change aussi à l'avant. On retrouve des galettes de 310 mm, mais elles sont toutes rondes. Vous l'avez vu, il n'y a pas de découpe façon pétale. Et ce qui change aussi surtout, c'est l'étrier, qui est un étrier Nissin à fixation radiale. Ça fait un peu plus sportif, ça fait un peu plus premium, on va dire, avec 4 pistons cette fois qui viennent mordre la paire de disques. À l'utilisation, c'est très bon. On trouve que la puissance est convoquée de manière très facile à travers le levier droit. Et puis ensuite, le toucher est excellent. À l'arrière, on trouve le même dispositif qui sera utile surtout lorsqu'on voyage à deux, qu'on cherche à garder une assiette relativement plate, qu'on évite de trop à freiner de l'avant pour éviter que ça bascule de trop. L'arrière répond présent, il est dosable, il est puissant, rien à redire. Ce qui change aussi naturellement grâce aux suspensions qui sont un peu plus courtes, c'est l'accessibilité. Vous voyez là, je mesure 1,80 m. Bon, j'ai de grandes jambes, c'est vrai, mais je touche des deux côtés sans aucun souci. La selle se situe à 825 mm, c'est 30 mm de moins que sur la DE et c'est vraiment appréciable. Vous voyez, je peux même décoller les fesses de la moto. Pour les personnes qui sont de petite taille, ça sera très rassurant par rapport à la DE, c'est un bon point. L'ergonomie a changé également puisque le guidon est 13 mm plus bas, 23 mm plus en avant et c'est un petit défaut tout petit mais qu'on avait trouvé sur la DE, c'est qu'on nous semblait être un petit peu éloigné du train avant. Là on se rapproche un peu plus de sa roue avant, on ressent un peu mieux les choses. Le guidon est légèrement plus étroit, 15 mm, ça se joue à pas grand chose. On a de toute manière toujours la sensation d'être sur un trail, ça écarte toujours les bras, faudra faire attention sur les remontées de fil, mais la position est vraiment détendue. Détendue aussi au niveau des repose-pieds puisqu'il remonte de 7 mm, c'est quasiment rien. En termes de garde au sol, on finit par les frotter, mais il faut quand même mettre du gros rythme. Et puis ils sont reculés de 14 mm, mais vous voyez, on est loin d'être sur une sportive. L'écart entre les pieds et les fesses est tout à fait respectable. On a donc une bonne position de trail, une bonne position de moto routière confortable. Ça, c'est vraiment un bon point sur cette moto. Autre très bon point de cette 800 SE, c'est qu'elle sélectionne dans les accessoires la bulle Touring qui est sensiblement plus haute et qui est surtout plus large. Elle est découpée de façon un petit peu saugrenue, mais en fait c'est pas pour rien. La partie basse à la base protège bien les avant-bras, les épaules sont complètement à l'abri, le buste aussi, mais c'était déjà le cas avant.
Et puis au niveau de la hauteur aussi, on gagne une petite dizaine de centimètres et la bulle est toujours réglable, mais attention, c'est avec des outils et c'est sur 1,5 cm, donc c'est pas énorme. Ce qu'on a noté, seul petit reproche qu'on peut noter, ce sont les turbulences qui arrivent un peu à hauteur de casque, à hauteur de casquette même si vous avez un casque typé off-road, ce qui n'est pas forcément évident et ce qui n'est pas forcément intelligent sur cette moto qui est une routière. Mais ça peut arriver si vous avez acheté une 800 DE en début d'année et que vous voulez la SE en fin d'année, vous aurez peut-être un peu de mal comme nous l'avons eu avec une casquette qui est dans les turbulences, qui a tendance à un peu à vibrer et qui peut troubler un peu la vision. Dans ce cas-là, on préférera baisser un petit peu la bulle pour ne plus être déventé, être dans le vent, mais au moins être avec un vent constant. Ça sera plus agréable, plus confortable, surtout sur les longues distances. À l'avant, le bec, c'est très léger, mais il est un petit peu plus large. Alors, chez Suzuki, on nous a expliqué que c'était une manière de mieux protéger le pilote. Bon, on n'y croit franchement pas trop. En revanche, c'est vrai que le réservoir, qui fait toujours 20 litres, revient un peu sur les genoux et ça peut couper du vent, ça peut couper du froid en hiver. En revanche, ça ne coupera pas du chaud en été. Et c'est vrai que le bouilleur, il est juste en dessous et il peut remonter des fois des calories à ce niveau-là. Attention donc en été. Ce qui a disparu par rapport à la DE, c'est le sabot moteur. Alors même si c'était qu'un sabot moteur en plastique, il avait quand même le mérite d'être là et à la rigueur de protéger un tout petit peu les collecteurs lors de descentes un peu trop optimistes de trottoir. Il n'y a plus de protection non plus au niveau du radiateur. Donc ça, ce ne sont pas des oublis, c'est vraiment volontaire de la part de Suzuki, histoire de baisser la facture, on y reviendra. Ce qui a disparu également, ce sont les protège-mains, et ça c'est dommage, à tel point que Suzuki n'a pas hésité à équiper ses modèles d'essai disponibles dès aujourd'hui en concession de protège-mains, dans la volonté de prouver l'intérêt de ce type d'accessoires. Alors pourquoi les avoir retirés ? Il faudra demander aux Japonais. Finalement, ce modèle nous a bien plu. Pourquoi? Parce qu'il est plus pertinent encore que la DE, puisque la DE roulait sur des traces plus tout-terrain. Elle avait un argumentaire qui était aventurier et ça collait pas forcément toujours très bien à la moto qu'on avait entre les jambes, notamment au niveau de la selle, puisque la selle est large. Elle n'est pas très profonde, mais elle est large et donc on pose l'ensemble de ses fesses dessus, contrairement à des modèles qui sont plus typés enduro, on va dire, qui sont beaucoup plus fines. Elles ont beau être épaisses, l'inconfort guette assez vite. Le réservoir, c'est vrai que lorsqu'on est debout sur la DE, il peut gêner un petit peu. Là, sur une routière, c'est parfait, on est bien calé. Et puis, on signale aussi qu'elle est confortable à deux. C'est-à-dire qu'il y a des repose-pieds avec des caoutchoucs à l'arrière. Il y a des poignées passagers qui sont vraiment préhensibles, qui sont bien placés. Il y a un porte-paquet qu'on trouve ici aussi, qui est toujours bien utile lorsqu'on part pour ne serait-ce qu'un petit week-end, et puis pour poser après éventuellement un top case. Disponible à l'essai et à l'achat, donc la V-Strom 800 SE s'affiche à 10 499 €, 10 500. C'est un bon prix, c'est 1 000 € de moins que la V-Strom 800 DE qui a plus de capacité tout-terrain, mais pour les personnes qui ne mettront jamais une jante sur des sentiers, ça permet de faire une économie assez substantielle et au besoin de racheter des protège-mains, au besoin de se racheter un petit cuir, de mettre de l'essence. C'est de plus en plus cher. Donc c'est un bon point et puis elle se place bien aussi par rapport à sa concurrence et à ses compatriotes. 500 € de moins que la Ténéré, 100 € de moins que la Transalp. Ça laisse présager de beaux duels et beaux comparos à venir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette V-Strom 800 SE. On vous souhaite de bons essais en concession. À plus et bonne route.